Bienvenue dans la partie théorique du bloc 1. On a vu ensemble comment identifier une cible, créer une séquence de prospection et vous venez de sortir en principe du bonus où je vous ai appris l'importance d'un warm-up. Donc dans ce cas pratique, on va bien évidemment se connecter sur le compte Scaly que vous allez voir s'afficher dans quelques secondes sur votre écran. Je vous recommande, tout comme moi, de vous munir d'un café et d'un ordinateur afin de pouvoir reproduire en temps réel ce que vous me voyez faire sur votre écran. Une fois connecté sur Scaly, on va activer notre warm-up, aller sur l'interface de LinkedIn, naviguer un petit peu ensemble, voir les critères de ciblage qui s'offrent à nous avant de rapidement basculer sur la partie payante de LinkedIn, l'offre Premium Sales Navigator, où on aura un panel beaucoup plus large de critères pour identifier notre cible. On va récupérer une liste de contacts ensemble que l'on va enrichir avec des coordonnées, tout ça grâce à Scaly. Et par la suite, on activera notre warm-up avant de lancer la campagne de prospection. Et ensuite, vous rejoindrez le bloc 2 pour apprendre à rédiger des messages de vente, faire du copywriting. Et dans la partie pratique du bloc 2, on se retrouvera dans exactement le même setup pour reprendre la séquence que l'on va créer ensemble aujourd'hui et la rédiger, la remplir de copywriting pour pouvoir la lancer sur la liste que l'on va également récupérer aujourd'hui. Comme ça, lors du bloc 3, on espérera signer un client grâce à la partie téléphonique ou en tout cas au moins obtenir un rendez-vous. Allez, c'est parti! Normalement, vous voyez s'afficher à l'écran ce que j'ai en face de moi là tout de suite. Donc, je vais commencer par me connecter sur Scaly. Donc voilà, une fois que je suis sur l'interface de l'application, donc ça c'est un compte de démo que j'ai l'habitude d'utiliser, je ne vais pas vous faire la démo, ça on le verra une autre fois. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir récupérer des contacts depuis LinkedIn, il faut avoir ce qu'on appelle une extension. Je peux voir ici sur mon compte Google Chrome que j'ai déjà des extensions, donc DeepL pour la traduction, Guideflow, un VPN, une application de correction orthographique. Donc toutes ces extensions viennent se plugger à votre Google Chrome pour vous apporter des services lorsque vous l'utilisez. Scaly fonctionne exactement de la même manière et donc on va commencer par installer l'extension. Ensuite, on va aller configurer notre email. C'est logique, hein, si j'ai envie d'envoyer des emails automatiquement, que ce soit du warm-up ou de la prospection, il faut bien que je connecte à un moment donné mon email à mon application d'automatisation. Commençons par l'extension, donc en cliquant dessus, je vais aller sur télécharger et voici l'extension de Scaly. En quelques secondes, elle s'ajoute ici, je vais venir l'épingler pour la retrouver facilement et opérer mon scrapping par la suite. Et enfin, ma boîte email avec la même manière, vu que j'ai un compte Google, je clique sur connecter avec Google et rapidement, je retrouve ma boîte email connectée à Scaly. Top. Comme vous pouvez le voir, je me trouve actuellement sur l'interface de Scaly avec un paramétrage à 100%. Ça veut dire que mon extension a été connectée correctement. Ainsi, je vais pouvoir aller récupérer des données depuis LinkedIn et ou Sales Navigator. Et mon email également est configuré parfaitement. Ça veut dire que je vais pouvoir rajouter à ma séquence des étapes d'email et ainsi activer mon warm-up. Je vais switcher sur l'interface de LinkedIn, je vais me retrouver donc sur mon profil sans vous faire une introduction à ce qu'est LinkedIn. Vous devez simplement savoir que c'est une sorte de Facebook professionnel où l'on peut rentrer en contact avec ses pairs, ses prospects, ses clients, etc. Donc là, j'ai une barre de recherche qui est juste ici. En cliquant dessus, je vais pouvoir effectuer une recherche de postes, de produits, d'emplois, d'entreprises, de groupes, de services, d'événements, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est bien évidemment la recherche de personnes parce que je vais rechercher des prospects. Une fois que j'y suis, je peux rajouter des critères en allant dans tous les filtres. Vous allez voir que sur LinkedIn, vous n'envoyez pas des demandes d'avis comme sur Facebook et vous ne suivez pas les personnes. Enfin, si vous pouvez suivre ceux qui sont identifiés comme étant des influenceurs, mais pour entrer en contact avec des personnes, on appelle ça une demande de connexion. À partir du moment où, par exemple, je suis en connexion avec quelqu'un, cette personne et moi sommes considérés comme étant du premier degré.
Toute personne avec qui je ne suis pas en relation, mais qui est en relation avec la personne précédente, qui est en relation avec moi, c'est une personne avec qui je suis en relation de second degré. Ça veut dire que l'on a dans notre réseau un contact en commun avec qui tous les deux nous sommes entrés en connexion. Les personnes de troisième degré, que l'on voit s'afficher ici à l'écran, donc premier, deuxième et troisième, ce sont des personnes avec qui je n'ai aucune connexion en commun. Et donc ça, c'est le premier critère dont je dispose sur l'interface de LinkedIn. Si j'ai envie de récupérer que les personnes avec qui je suis en relation et qui sont par exemple des directeurs de ressources humaines, je vais simplement écrire tout en bas au niveau du titre « Directeur de ressources humaines avec qui je suis en relation » ou bien tous les directeurs de ressources humaines avec qui j'ai au moins un contact. Rappelez-vous ce que l'on avait dit au tout début de la partie théorique et de l'intro également. Vos critères de ciblage ont un énorme impact sur la rédaction de votre message. Donc si je dis, si je pars du principe que je parle à un DRH de premier degré, je vais lui dire par exemple « Nous sommes en relation sur LinkedIn et je voulais vous envoyer ce message pour X, Y, Z ». Si je choisis une personne du second degré, je peux lui dire « Nous avons des relations en commun et j'estimais que c'était une bonne chose d'entrer en contact avec vous ou je suis tombé sur votre profil car nous avons des relations en commun, etc. » Et donc vous voyez, juste en cliquant sur ce bouton ou ce bouton, je peux sortir deux listings différents avec deux messages différents. Bien évidemment, je ne vais absolument pas vous recommander de cliquer sur premier, deuxième ou troisième parce que tout dépend de ce que vous souhaitez faire et de ce que vous souhaitez mettre en place. Tous les critères que l'on va aborder, moi mon but c'est de faire deux choses. 1, vous l'expliquer, 2, vous donner des exemples concrets. Mais vous ne m'entendrez pas vous dire « je vous recommande de mettre second degré de relation » ou « je vous recommande de mettre tel titre de poste » ou « je vous recommande de mettre telle ville ou tel pays ». Ça, c'est des éléments qui vont dépendre de votre réelle campagne de prospection que vous lancerez par la suite pour vos clients ou pour les entreprises qui vous embauchent. Ensuite, si je pars du principe que je veux des personnes qui sont en relation avec quelqu'un en particulier, je peux ici rajouter par exemple le nom de mon associé, Amin Bernaoui, et dire « moi j'aimerais bien avoir les connexions de mon ami et associé Amin qui ont un titre de poste de par exemple Sales ». C'est un exemple, hein, ça peut être autre chose. Et là, je vais avoir, je ne sais pas si j'en ai d'ailleurs, je peux faire une petite recherche. Voilà, je vais en avoir 8. Léopold est un sales qui est en relation avec moi et qui est en relation avec Amine, ainsi que Aïcha, Amina, Charles, Julien, Maurice, etc. Je vais retourner ensuite à tous mes filtres, ça c'était juste pour l'exemple. Mais ce n'est pas obligé de le mettre encore une fois. Je peux également avoir les personnes qui suivent tel ou tel créateur. Si par exemple je veux des personnes qui suivent Enzo Colucci, qui est un influenceur sur la partie cold call que je vous recommande de suivre sur LinkedIn, je peux avoir par exemple les personnes qui suivent Enzo Colucci et qui sont en relation avec Amine, ce qui est le cas de Léopold. Et plus je rajoute des critères, plus je vais pouvoir améliorer mon message. Bon, là, il n'y a pas de réel intérêt à lancer une campagne d'automatisation sur un individu qui est Léopold, à part peut-être de le relancer automatiquement, et encore, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais imaginez que je fasse ça sur une liste de 200-300 personnes, je vais pouvoir leur dire « Ah bah tiens, bonjour, prénom », donc l'application que vous utilisez, Scaly ou autre, va remplacer prénom par le prénom de la personne. Bonjour Léopold, bonjour Anis, bonjour Amine, etc. J'ai vu que tu étais aussi en relation avec Amine, il se trouve que je le connais, et qu'en plus tu t'intéressais au contenu d'Enzo Colucci, que j'apprécie également. Vu les deux points en commun que nous avons, je me suis dit que ce serait sympa d'entrer en contact.
Pourquoi est-ce que je suis capable de bien rédiger de manière hyper personnalisée et catchy à mon prospect? Eh bien parce que j'ai su appliquer des critères précis et que je n'ai pas fait grosso modo n'importe quoi. Je vais reset mes critères et repartir donc à partir de là. Donc, on peut mettre première, deuxième, troisième degré de connexion, les connexions d'un individu en particulier, les abonnés d'un individu en particulier. Alors attention, ces critères sont changeants. Il est possible que demain vous ayez un critère de plus, un critère supplémentaire, un critère en moins, etc. Je peux évidemment choisir la ville ou le pays, ça bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer très largement là-dessus. Si je veux des personnes qui sont en Suisse, bon, j'ai un truc en anglais, donc j'écris Suisse ou Switzerland en anglais, et j'ai les personnes qui habitent en Suisse. Je peux rechercher les personnes en fonction d'un sujet en particulier. Vous remarquerez sur les profils, si je vais sur mon profil par exemple, hop, ici on voit des sujets de prédilection. Donc moi, je parle de B2B, de sales, de growth, de lead gen et de copywriting dans mes posts. En tout cas, c'est mes sujets qui m'intéressent. Vous voyez en anglais écrit « talks about ». C'est les sujets sur lesquels je m'intéresse et je parle. Ici, je peux filtrer les personnes en fonction de ces critères-là, en disant ben moi, j'aimerais bien, je suis quelqu'un qui vend une solution pour les RH, bon, moi, je veux parler à toutes les personnes qui parlent RH, ou en anglais HR, ou écrire directement Human Resources. Voilà. Et là, je vais avoir des personnes qui sont en Suisse et qui parlent de ressources humaines. Ah bah là, en l'occurrence, il n'y a aucun individu en Suisse qui parle... ou alors je l'ai mal écrit. Ah oui, j'ai mis titre, j'ai mis quelque chose... j'ai mis n'importe quoi dans le titre. Hop là. Voilà. Ça m'étonnait qu'il n'y ait aucun individu qui parle... bon, bah visiblement, il n'y a aucun individu qui parle de ressources humaines en Suisse. Ou alors, je fais n'importe quoi. Human Resources. Voilà. Bon. J'utilise personnellement jamais LinkedIn à cause de ce genre de conneries. On va mettre leadership. A priori, il y a un bug, je crois. Voilà, c'est pas compliqué. On a 2400 personnes qui parlent de leadership et qui habitent en Suisse. Ou alors, ça veut peut-être dire que le peuple suisse est un peuple leader qui ne fait pas de ressources humaines. Ça peut aussi être une option. Je pense que c'était un bug d'écriture, comme j'ai pas envie de perdre 10 ans là-dessus. Vous avez compris le principe. Je peux choisir des personnes avec un certain degré de connexion, qui suivent un tel influenceur et qui habitent dans telle région du monde et qui s'intéressent à tel sujet. En l'occurrence, des Suisses abonnés à Amine qui parlent de leadership, etc. Si par exemple, bon là ma recherche n'a aucun sens, c'est un exemple, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à des Suisses ou à des habitants de Suisse qui s'intéressent au leadership. Surtout que le leadership, c'est extrêmement large. Ils peuvent le mettre juste parce que c'était une suggestion sur LinkedIn lorsqu'ils sont venus créer leur compte. J'ai absolument rien à leur raconter, mais imaginons que j'ai un sujet qui puisse intéresser des Suisses qui parlent de leadership. Bon, ben, je vais pouvoir très rapidement extraire ces 2400 personnes et leur automatiser, comme on l'a vu précédemment, un email, un message sur LinkedIn, etc., etc. On continue de naviguer sur l'interface de LinkedIn, on ira sur Sales Navigator et on créera ensemble une séquence de prospection et une séquence de scrapping où on va récupérer en live toutes ces personnes-là qui nous intéressent. Mais pour l'instant, on fait un petit tour d'horizon. Donc après la localisation, les sujets de prédilection, on a l'entreprise actuelle et l'entreprise passée. Bon, là, comme j'ai sélectionné la Suisse, j'ai effectivement des personnes, des entreprises suisses. Donc imaginons que je cherche des personnes qui travaillent aujourd'hui chez Swisscom et UBS et Novartis et qui sont des anciens du Crédit Suisse ou de Roche. Bon, c'est possible que j'en ai aucun. Ah bah tiens, j'en ai 10. J'ai 10 personnes qui sont des anciens de UBS, Swisscom et Novartis et qui travaillent aujourd'hui soit chez Roche, le contraire, qui travaillent aujourd'hui chez UBS, Swisscom et Novartis et qui sont des anciens de Roche et ou du Crédit Suisse. Pareil, plus
plus je rajoute des critères, plus je vais pouvoir argumenter de manière beaucoup plus catchy et améliorer mon copywriting. Et donc je vais être capable de dire à ces 10 personnes en un seul clic, sans aller les contacter un par un, j'ai vu que vous étiez auparavant chez Roche ou le Crédit Suisse. Si c'est mon cas, par exemple, moi aussi j'ai fait un stage au Crédit Suisse. Est-ce qu'on pourrait discuter, blablabla, blablabla. Voilà, l'idée c'est juste de comprendre le lien extrêmement fort qu'il existe entre critères de ciblage et rédaction du message. Ça, de toute façon, je vais vous le répéter à chaque bloc et voire à chaque section de chaque bloc. Par la suite, je vais pouvoir rajouter l'école ou l'organisme de formation de ces individus. Par exemple, je veux que des personnes qui ont été à l'université de Zurich, donc je vais enlever ça parce que sinon ça n'a plus aucun sens, et je vais avoir aucun résultat. Donc là, je vais avoir par exemple tous les anciens de l'université de Zurich qui s'intéressent au leadership et qui habitent toujours en Suisse. Et donc là, je vais pouvoir envoyer un message du genre « Bonjour prénom », donc bonjour Chantal, bonjour Edouard, bonjour Daniel, Reto, Laura, etc. J'ai vu que vous étiez également, comme moi, des anciens ou des alumni de l'université de Zurich et que vous habitiez toujours en Suisse. Étant donné que je suis suisse et que je suis un alumni de l'université de Zurich, j'aimerais réseauter avec vous, entrer en contact avec vous, etc., etc. Tous les messages, le message que j'utilise là est bien évidemment bancal, n'envoyez pas ça. C'est juste pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que ça fonctionne et que chaque critère nous donne un tout nouveau angle d'attaque. Idem pour l'industrie, donc je vais chercher des personnes qui ont été à l'université de Zurich et qui travaillent dans l'éducation ou dans les finances, ce qui n'a rien à voir l'un avec l'autre. Rappelez-vous qu'il faut avoir une liste homogène, et là elle est complètement hétérogène, à moins que je veuille par exemple faire une plateforme d'éducation financière, c'est encore tiré par les cheveux. Je peux rajouter d'autres critères, je vais enlever tout ça par exemple et dire les personnes qui habitent en Suisse, qui s'intéressent pas au leadership mais à l'innovation cette fois-ci, et qui parlent allemand. Et là je vais avoir 681 personnes, 681 individus, et donc là je vais pouvoir leur envoyer un message en allemand en disant que je m'intéresse également à l'innovation. Alors là, par exemple, ça peut être une liste assez sympathique si on organise un événement en live ou un événement salon, un événement sur le métavers, par exemple, en allemand, avec des intervenants allemands, et qu'on veut y inviter des Suisses. Ou qu'on organise un événement suisse, allemand, parce que je crois qu'il y a la Suisse qui parle allemand, la Suisse qui parle italien et la Suisse qui parle français. Donc si on veut, côté allemand, organiser un événement, ça peut être une liste intéressante. Si demain vous avez un client qui vous dit j'organise des événements et j'en ai un en Allemagne, en Suisse allemande, avec pour sujet l'innovation, les nouvelles technologies, alors cassez-vous un peu plus la tête que ce que je viens de faire, mais globalement voilà une piste à prendre. Et donc là, alors ça va pas vous servir à grand chose. Est-ce qu'ils sont ouverts à des affaires pro bono ou des trucs, des associations caritatives, etc. Bon, ça va pas trop vous servir parce que vous êtes des sales. En général, on va vous payer pour faire rentrer du profit. Vous allez être très peu confronté à tout ce qui est vie associative, etc. Et donc pareil, j'ai des catégories de services, des personnes qui sont dans le coaching. Donc là, par exemple, des personnes qui sont dans le coaching et qui s'intéressent au coaching, j'avais vu coaching quelque part par ici tout à l'heure, là ça peut faire sens, en espérant que LinkedIn ne bug pas comme tout à l'heure et me sorte des espèces de dièses de partout, mais des personnes qui parlent allemand, qui habitent en Suisse et qui s'intéressent au coaching et qui bossent dans le coaching, ça peut aussi être intéressant. Bon, ça n'existe pas, espèce de bug que je ne saurais vous expliquer, on va enlever ça tout de suite. Donc imaginons la leadership et qui s'intéresse au coaching. Voilà, là je vais en avoir 229, c'est juste pour vous montrer toutes les possibilités, mais je pense que vous avez compris à ce stade comment est-ce que ça fonctionne. Je ne vous cache pas que vous allez très peu utiliser LinkedIn si vous êtes amené à faire du scrapping quotidien pour deux raisons. La première, c'est que les critères que LinkedIn offre, les critères de segmentation et de ciblage,
ne sont pas très intéressants. Moi, je n'y suis pas allé depuis des années, si ce n'est pour cette formation, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Voilà, les critères sont très peu intéressants, très peu variés, offrent très peu de possibilités. Déjà que Sales Navigator n'est pas non plus très sexy, si ce n'est que c'est pas cher et que ça permet de scraper vite beaucoup de monde. Par exemple, on ne peut pas récupérer toutes les entreprises qui font du SaaS. On va mettre sur Sales Navigator des entreprises du secteur, je crois que c'est logiciel informatique, et logiciel informatique, on va retrouver des ESN dedans. Donc moi, j'ai pas forcément envie de parler avec un discours adressé à des fondateurs de SaaS ou des personnes qui travaillent dans le SaaS, donc SaaS, S-A-A-S, Software as a Service. C'est une catégorie très spécifique du logiciel, et de me confondre avec des ESN qui, eux, ont un tout autre business model et font un tout autre métier. La deuxième raison qui fait que LinkedIn n'est pas un réseau intéressant, c'est que quand vous scrapez depuis LinkedIn sans l'utilisation d'un Sales Navigator, vous scrapez extrêmement lentement. Vous récupérez une centaine ou 200 personnes par jour, ce qui est très peu en comparaison avec Sales Navigator. Sur Scaly, par exemple, on va être capable de vous scraper 2000 personnes en à peu près 1 heure ou 2. Donc c'est vraiment voilà, je vais 10 fois plus vite en 10 fois moins de temps. Je scrape 10 fois plus de monde en 10 fois moins de temps en allant 10 fois plus vite. Dernière rubrique sur LinkedIn, et ensuite je m'autoriserai une gorgée de café, c'est les keywords. Donc est-ce que je souhaite retrouver des mots-clés spécifiques, donc juste ici, dans le prénom, dans le nom, dans le titre de poste, dans l'entreprise ou dans l'école. Par exemple, dans l'école, des gens qui ont fait des business schools. En général, les business schools rajoutent toujours business school dans leur appellation, donc c'est EBM Business School, HEC Business School, ESSEC Business School, etc. Donc en mettant le mot-clé business school, je multiplie mes chances d'avoir des personnes qui ont fait une école de commerce, et plutôt que de m'embêter à leur dire « Ah ben toi aussi tu as fait HEC ou l'ESSEC, etc. » je dis « Ah ben on a tous les deux fait une business school, j'ai vu que tu t'intéressais au leadership et que tu étais comme moi un Suisse qui parle allemand et qui s'intéresse au coaching et au mentoring, blablabla. » Encore une fois, le message est bancal, c'est pour que vous compreniez les possibilités de personnalisation. Et bien ce serait bien qu'on entre en contact, qu'on puisse échanger nos cartes de visite, qu'on se retrouve au salon de l'innovation à Genève le 12 ou le 15 septembre, je t'invite à mon stand numéro 48, etc. C'est comme ça que vous allez réseauter tous les jours et créer des liens entre vous et vos prospects. Comme promis, je m'autorise une petite gorgée de café et puis on passe sur l'interface Sales Navigator. C'est parti. Et nous voici maintenant sur l'interface, on va pas se mentir, beaucoup plus agréable de Sales Navigator. LinkedIn, c'est un peu un cauchemar quand on aime s'amuser et jouer un peu avec les filtres. Si vous voyez une interface comme ça qui vous fait un peu peur, ou que vous vous dites mais bon Dieu, comment est-ce que je vais m'en sortir, je n'y comprends rien, je vais vous donner un moyen très simple de vous y retrouver. Vous êtes des sales à la recherche de leads, vous allez cliquer là où il y a écrit lead. Voilà, lead, filtre, vous souhaitez avoir des leads en utilisant des filtres, lead filter. Pas très compliqué, et là vous voyez c'est beaucoup plus simple. On ne regarde pas tout ça, home accounts, lead, messaging, tout ça. On s'en fout un petit peu, en tout cas à ce stade. Même plus tard, vous n'allez pas forcément devoir les utiliser tout le temps. On va aller là où on peut retrouver finalement beaucoup plus de critères de ciblage. En comparaison avec LinkedIn, par curiosité, là on doit en avoir sur la liste que je viens de générer. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, voilà, 13 critères, là où là j'en vois déjà 5, 10 ici, d'avoir une trentaine de critères. Voilà, donc à peu près le double, voire plus. Et c'est pas que, parce que non seulement vous avez plus de critères, mais en plus, sur LinkedIn, vous pouvez juste choisir des critères positifs, entre guillemets. Ça veut dire que vous pouvez dire « je veux des personnes qui parlent allemand » ou « je veux des personnes qui parlent espagnol et des personnes qui parlent français ». Ce qui va être intéressant avec LinkedIn, avec Sales Navigator, c'est qu'au niveau de la langue, je crois qu'ils l'ont changé d'endroit. Voilà. Là, on va pouvoir dire « je ne veux pas
des personnes... Pourquoi est-ce que je ne l'ai plus? Peut-être que la langue, ce n'était pas le bon exemple. Je vais vous montrer avec, je sais pas moi, le job title. Je reprends le job title. Voilà. Ici, vous pouvez dire, je veux des personnes qui travaillent dans telle industrie ou telle entreprise ou qui sont, par exemple, sales, ops. Je crois qu'avec la langue, je ne vais pas couper au montage, hein, laissons un peu de spontanéité. Je crois que la langue, c'est le seul critère où je ne peux pas choisir « je ne veux pas ». Mais si je mets, par exemple, « je ne veux pas des anciens de Google », hop, voilà, et je peux refuser d'avoir des personnes qui étaient chez Google. Pareil, je ne veux pas de personnes qui sont un peu trop expérimentées. Ouais, non, il y a des critères, voilà, des critères qu'on ne peut pas exclure, qu'on peut juste inclure, mais en tout cas, il y en a certains. Voilà, je ne veux pas des personnes qui travaillent actuellement chez Deal, on a le include, exclude. Depuis tout à l'heure, je tourne en rond pour vous montrer juste ça. Include, exclude, et ça, je trouve ça extrêmement agréable lorsque je veux refuser, par exemple, d'intégrer dans ma liste des sales, en disant ben, moi ça ne m'intéresse pas. Donc des anciens de Google qui travaillent chez Google toujours et qui sont des sales, bah, je ne vais pas les avoir ici. Il restera quand même 1,5 milliard de personnes à rechercher, ce qui est énorme. Mais voilà, c'est vraiment les deux principales différences qu'il va y avoir entre SalesNav et LinkedIn, enfin 3. Plus de critères, possibilité d'exclure certains critères, on vient de le voir, pas tous. Et également la possibilité de récupérer des contacts en plus grosse quantité, beaucoup plus vite, avec des outils de scrapping, parce que lorsque vous êtes sur la version payante de LinkedIn, LinkedIn ne vous embête pas trop avec vos critères de scrapping. Là où sur LinkedIn, ils vont vous bloquer, vous devez vous réidentifier, vérifier que vous n'êtes pas un robot, etc., etc. Mettons tous ces jolis critères à 0, et puis on va aller vous les présenter un par un. Assez rapidement, j'ai l'entreprise actuelle, l'entreprise, le nombre de salariés de l'entreprise, la taille de l'entreprise. Je vais avoir l'ancienne entreprise, la typologie d'entreprise et le siège de l'entreprise. Par exemple, je veux des entreprises qui ont un siège initialement aux US, mais qui sont... mais avec des salariés, par exemple, qui sont en France. Et donc là, je vais avoir des salariés français d'entreprises américaines. J'en ai 520 000, ce qui est énorme. Qui, par exemple, pour continuer à les présenter, en même temps prendre un cas réel, voilà, j'ai pris des entreprises, des salariés qui sont en France, d'entreprises à la base américaine, qui n'est pas Google. Donc je ne vais pas avoir affaire aux salariés de Google, et qui ont une fonction dans la recherche. Non, directeur d'études en immunologie, clinical engineer, chef recherche et développement, etc. Non. On voit déjà que la cible est de plus en plus homogène. Continuons. Et qui actuellement, donc là tout de suite, ont un travail avec le mot-clé directeur à l'intérieur. Là j'en ai 200. Donc j'ai 202 directeurs et directrices qui travaillent dans la recherche, dans des entreprises américaines qui ne sont pas Google et qui sont en France. C'est déjà beaucoup plus précis et je peux déjà avoir un message très intéressant. Avec des seniorités donc de directeur, pareil, donc là je peux enlever ici, hein, et comme ça j'en ai peut-être un peu plus, voilà, j'en ai 1000, donc seniorité directeur. Après effectivement, si je cherche par exemple que des personnes en immunologie, je vais ici mettre immunologie. Je pense qu'elle est toute seule là, Dorian. Même la Dorian ne sort pas quand on fait la recherche. Alors oui, hein, attention, hein, LinkedIn Sales Navigator, c'est pas moi qui l'ai développé. Attendez-vous à avoir des petits pépins comme cela, où vous voyez par exemple quelqu'un... Ah non, regardez, c'est pas un bug. Elle a oublié le O.
Elle a oublié le O de immunologie, ou alors c'est peut-être moi qui ne connais pas ce mot et qui pense qu'il s'écrit avec un O. Et la voilà. C'est la seule, effectivement, avec ce job title. Juste pour vous montrer encore une fois comment est-ce que les sections fonctionnent et comment est-ce que le Sales Navigator réagit de l'autre côté. Ensuite, je vais vous prendre un exemple concret avec chacune de ces sections, mais d'abord, je vous les introduis pour que vous compreniez ce que ça fait. Je veux avoir des directeurs, mais qui avant étaient... Alors là, qu'est-ce qu'on peut être avant d'être directeur? Manager, par exemple. Je ne sais pas si je peux en avoir, oui, non, peut-être... past job title, donc qui était avant d'être directeur, responsable. Allez, si on a un peu de chance. Et voilà, donc j'ai des personnes qui sont devenues directeurs, mais qui étaient avant responsables et qui travaillent dans leur entreprise depuis plus de 10 ans ou plus de 6 ans jusqu'à plus de 10 ans, etc. Là, je vois le nombre de personnes qui s'affichent par ancienneté. J'en ai que, par exemple, que 3 qui ont changé de job sur la dernière année. Et qui sont à ce titre de directeur depuis moins d'1 an, par exemple. Et là, je vais avoir quelqu'un, là pour le coup, j'ai vraiment la recherche affinée par excellence. J'ai David qui est directeur anciennement responsable, qui est directeur depuis moins d'1 an, anciennement responsable depuis plus de 6 ans, voire 10 ans dans la même entreprise en France et qui est une entreprise américaine, mais qui n'est pas Google. C'est tiré par les cheveux. Tout ceci n'a aucun sens, mais ça vous permet au moins de comprendre à quoi servent ces critères de recherche. Lorsque vous en faites une réelle recherche et que votre recherche fait un peu plus de sens, vous obtiendrez des résultats beaucoup plus intéressants. Je vais réinitialiser ma recherche pour utiliser les autres critères et avoir quand même des résultats qui s'affichent à l'écran, parce que sinon ça n'a plus trop de sens. Par exemple, cette fois-ci, je vais prendre des personnes qui habitent en Belgique. On salue nos amis belges, si vous regardez cette vidéo, qui travaillent dans l'industrie du textile. Alors, ça n'a pas de réel intérêt, mais si vous recherchez par exemple quelqu'un en particulier, moi ça m'est arrivé d'utiliser Sales Navigator pour chercher le nom d'un directeur. Par exemple, j'appelle au téléphone quelqu'un, oui bonjour, je cherche à joindre le responsable de la business unit pour discuter avec lui de coaching, de ses sales, pour augmenter leur performance, blablabla. Et puis là, on me dit, oui, non, bah en fait, Nicolas, il est parti, il n'est pas là. Moi, je prends l'information, Nicolas, je mets le nom d'entreprise, je mets Nicolas dans prénom. Là, je vais arriver et dire, moi, je veux parler que à Nicolas. Et donc, si je sais que si c'est une entreprise belge, je mets donc entreprise belge, prénom Nicolas, job, je mets manager, je mets head of sales, je mets business, unit, manager, etc. Des mots-clés qui peuvent correspondre pour rapidement tomber sur le bon vieux Nicolas et le sortir pour l'appeler ou lui envoyer un email. Je peux aussi choisir la langue de profil, donc je cherche des personnes qui sont en Belgique, certes, mais je ne cherche pas des personnes qui sont en Belgique et qui ne parlent pas français, donc je vais prendre des personnes qui ont un profil en français. Et là, j'ai 2000 magnifiques Belges opérant dans l'industrie du textile et qui parlent français et qui ont entre 3 et 5 ans d'expérience, et là j'en ai 145 qui appartiennent à tel groupe et tel groupe. Ça je ne l'utilise quasiment jamais, mais vous pouvez aussi entrepreneur, voilà, entre alumni UM Normandie, entre femmes, entre étudiants, enfin c'est des groupes quoi. Donc globalement, si vous appartenez à un groupe ou que vous cherchez quelqu'un qui vous a dit ben moi je suis dans tel groupe, vous pouvez également mettre ce critère, mais en général vous n'allez pas trop l'utiliser. École, ça peut être intéressant, par exemple, qui ont fait HEC. Alors, peut-être pas avec ce nombre d'années d'expérience ou peut-être pas ce secteur d'activité, mais des Belges qui ont... voilà. Sur LinkedIn, on va avoir 301 Belges
qui parlent français et qui ont fait HEC Paris. Ça peut être utile. Là, je peux mettre ceux qui suivent mon entreprise ou pas, je peux voir s'ils ont vu mon profil récemment ou pas. Ça, c'est pour ceux qui ont la partie influenceur, entre guillemets, ou créateur de contenu. Le mode créateur, voilà, ça s'appelle comme ça. C'est le mode créateur sur LinkedIn activé. Ça, c'est encore autre chose. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui vous intéresse. Le fameux critère de connexion dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc premier degré de connexion, second degré de connexion, etc. Pareil, ça, on l'a vu sur LinkedIn, pas besoin de le revoir ici. Les connexions d'un tel ou d'une telle. Est-ce que c'est un ancien salarié? Est-ce qu'on a des expériences en commun? Ça peut être intéressant. Par exemple, j'ai 5 expériences en commun avec des Belges qui parlent français et qui ont fait HEC Paris. Et ça peut être une accroche. Bonjour Louise, Grégoire, Pierre-Édouard et Claire. J'ai vu que nous avions des points en commun, que nous avons tous les deux... alors je crois que le point en commun, c'est une certification HEC Paris que j'ai moi-même faite. Bon, reprenons. Suite aux petits problèmes techniques de son que vous avez eu il y a quelques secondes pour vous, quelques minutes pour moi, je pense qu'on s'était arrêté aux expériences partagées et je vous disais qu'en rajoutant ce critère, LinkedIn ou Sales Navigator va automatiquement récupérer des expériences que vous avez partagées, comme son nom l'indique, avec vos prospects. Et donc ça va vous permettre par exemple de glisser dans votre copywriting une phrase du genre j'ai vu que nous avions des expériences en commun, j'ai vu que nous avions des centres d'intérêt en commun, etc. Si la personne va vérifier et se dire qu'est-ce que il ou elle raconte, qu'est-ce qu'on a en commun, et puis vu que LinkedIn a bien fait son travail, ah bah tiens, on a fait cette certification tous les deux, ou on a tous les deux le même titre de poste, on a tous les deux travaillé dans telle entreprise. Ensuite, c'est des critères, voilà, est-ce que la personne a posté sur LinkedIn récemment ou pas. Oui, bien évidemment, cofondatrice, donc forcément, personal branding, c'est très important de mettre. Vous voyez, la seule personne qui poste récemment sur LinkedIn, c'est la personne, je fais une petite aparté, une petite parenthèse qui n'a pas grand-chose à voir avec le sales, mais avec le personal branding, c'est la seule personne qui a sa boîte, quoi. Quand on a sa boîte, on connaît l'importance, ou quand on est indépendant, hein, ce qui sera forcément le cas de certains d'entre vous, on connaît l'importance de se créer une brand avec... une brand puissante pour attirer des clients en inbound et de voir mieux combiner un peu les deux, comme on l'a vu dans l'introduction, hein, de faire de l'allbound, c'est-à-dire de l'inbound, combiné à de l'outbound. Le reste des critères, ça va être pour plus tard, lorsque vous serez à un niveau un peu plus poussé de prospection. Les personas, donc ce qu'on avait vu dans l'intro, le persona c'est l'ICP, c'est l'Ideal Customer Profile, c'est le prospect, enfin le client idéal de votre offre. En général, c'est celui qui achète le plus vite, le plus gros montant et qui est le plus fidèle, etc. Vous pouvez créer, donc une fois que vous avez fait vos critères, créer des listes de personas et dire ah bah tiens, moi le persona numéro 8, je le récupère, je l'utilise souvent et je vais souvent scraper dans ce sens, donc je vais l'enregistrer pour le reprendre assez souvent et le réutiliser, les listes de leads, etc. Ça c'est globalement ce que vous avez déjà enregistré comme les recherches sauvegardées, etc., etc. Ça c'est ce que moi j'ai sauvegardé. Voilà pour les critères de Sales Navigator qui vont vous permettre demain de lancer vos campagnes de prospection. Donc avant de opérer des recherches sur LinkedIn, enfin plutôt sur SalesNav, on refait un petit tour sur Scaly et puis on va aller lancer une première campagne step by step. Je vais partir donc de cette même formation qu'on va vendre, et donc pour vendre cette formation que vous êtes en train de suivre, on va identifier ensemble une cible, mais d'abord on va lui préparer le terrain. Je vais lancer donc une campagne de lead génération et je vais l'appeler Scrapping Formation Sales B2B. Alors on va mettre démo Anis en description.
Là, je vais renseigner que je vais récupérer des contacts depuis Sales Navigator. Et donc c'est ici que je vais renseigner le lien de ma recherche et mes job filters pour aller nettoyer cette base de données. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je vais renseigner des informations sur Sales Navigator, Sales Navigator a cette particularité, donc je vous l'ai dit, on clique sur Lead Filter, a cette particularité de vous remonter un peu tout et n'importe quoi. Donc pour éviter d'avoir ce tout et n'importe quoi, Scaly vous dit, si vous recherchez par exemple des sales, renseignez ici le mot-clé sales. Comme ça, si LinkedIn vous remonte un expert comptable, un avocat ou une avocate, un médecin sans frontières et un kinésithérapeute, et ben Scaly va les extraire de votre liste, toujours dans l'optique de garder l'homogénéité de votre liste de contacts. Ai-je besoin de répéter à quel point il est très important d'avoir une liste de prospects homogène, à contrario d'une liste hétérogène avec tout le monde à l'intérieur. Pourquoi? Pour ceux qui ont bien suivi le bonus, parce que c'est direction les spams. Si un prospect vous lui parlez de sales et que lui il est médecin, il reçoit le truc, il se dit mais pourquoi est-ce qu'il voudrait que je change de métier? J'ai quand même fait 12 ans d'études pour être médecin, c'est insultant de m'envoyer ça. Si par exemple mon message c'est changer de métier, devenez sales, etc. Je vais targeter par exemple le top des métiers qui sont réputés pour avoir des reconversions. Si on se dit par exemple les métiers qui sont les plus réputés pour avoir des reconversions sont infirmières et je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, et graphistes, c'est peut-être pas vrai, hein, je dis n'importe quoi, et ben on va targeter des graphistes et des infirmières, et pas des médecins qui ont fait 12 ans d'études pour le devenir et dont c'était un rêve depuis qu'ils ont 5 ans. C'est pour ça que sur Scaly, je vais pouvoir renseigner dès le départ mes job filters en disant sales, si je cherche par exemple que des managers, je vais mettre manager, donc si la personne n'est pas manager, je n'en veux pas. Et ici, je vais renseigner mon lien de recherche. Mon lien de recherche, on va le faire tout de suite. Tiens, prenons l'exemple que je vous ai cité sur la partie, je crois que c'était l'intro, ou la partie théorique du bloc 1. On va prendre des anciens développeurs informatiques qui sont devenus aujourd'hui des chefs d'entreprise, de jeunes chefs d'entreprise ambitieux qui doivent impérativement effectuer des ventes, mais qui n'ont pas encore les skills, parce que c'est des développeurs initialement, pour vendre. Donc je vais arriver ici, l'entreprise actuelle, moi je m'en fiche un peu, qui travaille dans n'importe quelle boîte, tant que c'est pas un grand groupe, ça me va. Et pour que ce ne soit pas un grand groupe, je vais aller ici. Et donc, je vais choisir les personnes qui sont à leur compte ou les entreprises de 1 à 10 salariés. Si j'ai envie d'éviter les personnes qui sont à leur compte et qui sont des freelances, donc un développeur en freelance, moi je mets ma main à couper que ça ne va jamais suivre une formation en vente, sauf s'il veut monter sa boîte, etc. Et ça, LinkedIn ne permet pas de le savoir, mais plus d'autres plateformes. Donc je vais garder uniquement le critère de 1 à 10 salariés. Et donc je vais demander à avoir, ancienne entreprise, je m'en fiche aussi, typologie d'entreprise, je veux que ce soit juste une boîte privée, mais ça globalement, c'est pas un détail important, on verra à la fin si on le rajoute pour affiner un peu plus la recherche. Où se trouve le siège de l'entreprise? Globalement, moi, sur cette taille d'entreprise, je ne vois pas trop de boîtes américaines qui vont venir en France avec cette taille d'entreprise, etc., dont le CEO est français. Ça, je pourrais ne pas le mettre, hein. Je pourrais enlever ça et juste mettre ici dans la géographie personnelle. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait des critères personnels et des critères qui concernent son entreprise. Donc là, on va avoir company et là, on va avoir personnel. En mettant France ici, par exemple, si je veux avoir des Français qui ont le job title, current job title, de CEO ou de Chief Executive Officer. Si je fais ça, j'ai 34 000 CEO qui sont en France dans des boîtes de 1 à 10 salariés. Est-ce que j'ai nécessairement besoin de dire « oui, mais je veux des personnes qui sont dans les entreprises qui ont les headquarters en France ». Oui, on peut rajouter ça.
ça va affiner un peu plus. L'objectif, là je suis passé je crois de 34 000 ou je ne sais plus à 27 000. L'objectif ça va être d'atterrir ici à 1500 personnes grand max. 2000 max. 2000 max. Si vous voulez une belle campagne qui fonctionne bien, c'est 200, 300, 400, 500 personnes. Maintenant, pour cet exemple-là, je ne vais pas rentrer dans le détail du détail, je vais prendre une liste de 1500, 2000 personnes, ça devrait le faire. Donc on a des entreprises de 1 à 10 salariés, dont le siège est en France, des personnes qui sont sur un poste de CEO ou de Chief Executive Officer, donc c'est la même chose, c'est juste que ça s'écrit de manière différente. Rappelez-vous, quand je vous ai demandé d'avoir un minimum de culture générale concernant votre secteur d'activité ou vos ciblages pour pouvoir varier les titres de poste. Sales, ça se dit de différentes manières. Sales Development représentative, Business Development représentative, Business Developer Full Cycle, ingénieur d'affaires, Business Manager, Account Executive, enfin beaucoup de manières de dire un vendeur, quoi. Par contre, je veux des past job titles, donc Chief Technical Officer ou Chief Technology Officer aussi, ou CTO. Déjà, je vais en avoir 613. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Vous voyez, en réalité, j'ai même pas besoin d'aller jusqu'à 2000. Hein. Mais si je veux m'amuser et rajouter un peu plus, je peux varier ici. Par exemple, je peux rajouter founder, fondateur, co-founder, cofondateur, etc., etc. Cependant, rappelez-vous d'une chose, et là je suis à 1500. Je vous ai raconté dans l'exemple que je vous ai donné dans l'introduction théorique du bloc 1, que je voulais, parce que là je reprends juste l'exemple que je vous ai donné, hein. Je vous ai dit, j'aimerais éviter que la personne me réponde « Oh non, 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 moi une formation en vente, ça ne m'intéresse pas. » Pourquoi ? Parce que j'ai déjà un associé qui s'en occupe. Ah, est-ce que le co-founder et le cofondateur, ça n'est pas juste pour moi plus de chances de tomber sur le technique de l'entreprise qui est l'associé d'un sales et qui va juste m'envoyer bouler parce que il a déjà un associé qui s'occupe des ventes et qui n'a pas besoin de se former en ça, tout comme son associé qui vend n'a pas besoin de se former sur la partie technique. Est-ce que j'ai une chance d'aller vendre une formation de développeur à son associé sales ? La réponse est non. C'est là où je vais retirer co-founder et cofondateur. Je vais laisser que les founders et les fondateurs. Bon, il n'y a pas une énorme différence, hein. On reste à 1500. Ok. Ensuite, seniority level, je vais voir plus tard si j'ai envie de rajouter ce critère-là. Je peux rajouter owner, histoire d'être sûr, je peux enlever les directeurs, les vice-présidents, mais pour l'instant, gardons le truc comme ça, en voyant s'il n'y a pas d'autres critères beaucoup plus intéressants. Et en parlant de ça, j'en vois un à l'instant. Et ensuite, je me permettrai une petite gorgée de café, bien méritée. Je vous avais également précisé que je ne voulais pas avoir affaire à deux cas de figure. Le premier, qui est j'ai déjà mon associé qui s'occupe des ventes. Le second, c'est j'ai déjà un salarié qui s'occupe de ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des personnes qui sont CEO ou qui sont dans l'entreprise depuis pas très longtemps. Par exemple, de 1 à 2 ans. On sait que sur les 2 premières années, en général, l'entreprise ne décolle pas tant que ça. Et j'étais en train de me dire, ce serait marrant quand même que je fasse cette campagne, que je la lance pour vendre cette formation et qu'une personne qui actuellement dans cette liste prenne la formation et vienne voir cette partie. Ce serait vraiment méta. Si ça arrive, bonjour. Donc on va prendre des personnes qui sont dans les 2 premières années de création de leur entreprise.
Pourquoi? Parce que les 2 premières années sont fatidiques, il faut opérer des ventes, il faut aussi opérer des ventes plus tard, mais en général, si on a passé le cap des 3, 4, 5 ans, on a déjà quelqu'un qui s'en occupe. Et donc, je vais avoir quelqu'un qui est CEO depuis un peu moins de 2 ans, et donc qui a cette responsabilité de gérer sa boîte depuis un peu moins de 2 ans. Là, je peux voir que j'en ai 363. Vous voyez, quand je vous disais au début, lancer des listes sur des petites bases de données, là, en l'occurrence, avec 360 personnes, on peut se régaler. On peut faire un message extrêmement, on le verra dans le blog suivant, mais extrêmement personnalisé. Bonjour prénom, donc bonjour Olivier, Bruno, Nathan, Martin, etc. J'ai vu que tu étais depuis ou récemment devenu CEO de Company Name, donc de GoTombola, de Alpinum, de Tag, de Highlight, etc. Et j'ai aussi remarqué que tu étais développeur dans ton ancienne carrière, ou encore mieux, parce que développeur, c'est le stade 1, il était CTO. Que tu étais un expert du développement et également CTO lors de ta précédente expérience. Je voulais savoir comment est-ce que tu effectuais tes ventes aujourd'hui pour ton entreprise. Et là, paf, on a déjà une première accroche. Une deuxième, est-ce que je peux t'aider? Voici une petite vidéo sympathique qui te donnera des tips pour mieux vendre. Voici comment j'ai appris à X nombre de CTO à vendre grâce à cette technique, etc. Et puis paf, à la fin, on arrive avec la formation. Bonjour, au fait, au passage, maintenant que tu sais que je suis capable d'écrire des articles intéressants, de t'envoyer des vidéos intéressantes, de te donner des conseils intéressants, qu'on a quand même un contact, que potentiellement tu me suis déjà sur LinkedIn, tu vois mes posts, etc. Au fait, j'ai une super formation qui peut t'aider à devenir un meilleur vendeur en partant de rien. Et on sait très bien que quand tu es le CEO de l'entreprise, c'est à toi de tout faire, hein. C'est à toi de te débrouiller et sur la compta, et sur le développement, quand tu es CTO en tout cas, et sur les ventes si tu es uniquement tout seul en tant que fondateur. C'est pour ça qu'on a retiré cofondateur tout à l'heure, pour éviter d'avoir des personnes qui sont 2 et qui ont déjà quelqu'un qui les aide. Moi, par exemple, Scaly, j'ai un super associé qui s'appelle Guillaume, qui est le CTO de l'entreprise. Lui, il s'occupe de la partie technique, j'ai pas à m'embêter avec ça. C'est pour ça que mon titre, c'est cofondateur et pas fondateur. Je ne suis pas tout seul. J'aurais été tout seul, moi, je me rappelle au tout début, avant de connaître Guillaume, j'ai participé à un batch de l'école 42 pour devenir développeur, parce que j'étais tout seul. Donc tout comme moi, sales, j'ai voulu à un moment donné me former au développement, peut-être que Olivier, Bruno, Nathan et Martin et consorts, et les 360 personnes qui les suivent, sont également dans la même optique de se former aux ventes. Quelqu'un qui suit mon entreprise, certainement pas, ça ne m'intéresse pas. Les connexions de quelqu'un en particulier, ça ne m'intéresse pas non plus. Qui ont posté sur LinkedIn. Alors oui, qui ont posté sur LinkedIn, ça peut être hyper intéressant. Voyez-vous, là, ça m'intéresse. Là, ça m'intéresse parce que déjà, des développeurs qui postent sur LinkedIn, les amis, c'est très rare. C'est extrêmement rare. Mais alors, des développeurs qui postent sur LinkedIn et qui sont fondateurs depuis un peu moins d'1 an et pas co-founders et qui étaient CTO avant, je peux vous dire ça les amis, c'est mine d'or. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui postent pour vendre. C'est des gens qui font des posts sur LinkedIn pour vendre. Rien de tout ça n'était préparé, hein, je vous le promets. Je pensais pas tomber sur un truc comme ça. Mais ça, c'est génial. C'est génial parce que c'est des personnes qui postent sur LinkedIn, qui veulent vendre, donc ils sont déjà dans l'optique de vendre. Je peux leur vendre une formation pour vendre, ça fait totalement sens. Mais en plus de ça, c'est des anciens CTO, donc ils ont le budget. C'est pas des gens qui se lancent avec 20 € pour acheter un nom de domaine et faire à peu près un truc cohérent. C'est des gens qui ont quand même, je pense qu'ils ont des vrais projets. Alors, ce que je vois en face des yeux, c'est des profils qui sont complets. Je vois du branding, je vois des personnes souriantes avec des photos professionnelles, voire même des photos prises par des photographes. J'ai des visages qui me reviennent en tête, des noms d'entreprises que je connais déjà. Mais tout ça fait totalement sens. C'est des gens qui vendent déjà sur LinkedIn, donc leur apporter le complément outbound à ce qu'ils sont déjà en train de mettre en place avec l'inbound, c'est-à-dire les posts LinkedIn, ça peut être hyper intéressant. Je pense que ma liste va s'arrêter exactement ici.
J'ai pas besoin de creuser plus, j'ai pas besoin de mettre aucune industrie. Moi, l'industrie, finalement, c'est pas quelque chose d'intéressant pour moi pour cette campagne. Tu peux monter ta boîte dans la cybersécurité, dans l'agroalimentaire, dans les textiles, comme on l'a vu tout à l'heure, ou le commerce international, ou l'IT, ou la défense, ou ce que tu veux. Bon, peut-être pas la défense, mais il n'y en a pas ici. Ça m'intéresse peu. Que tu t'appelles Nicolas, Jean-Jacques ou Mohamed, moi ça ne change rien non plus. Que tu parles autre chose que le français, pareil, ça je m'en fiche, mais juste par curiosité, je vais voir s'il y en a. Oui. Ça je vais l'enlever parce qu'en général, les développeurs paramètrent leur profil en anglais. Mais c'est des personnes qui habitent en France, hein, Grenoble, Paris, Lyon, Paris, France, Lille, voilà, c'est des gens qui parlent français. C'est juste que voilà, les développeurs, vu que leur métier exige de parler anglais, paramètrent leur profil en anglais, mais ils parlent français. Je me suis promis à moi-même une gorgée de café, je regarde en même temps si j'ai pas oublié quelque chose. Nombre d'années d'expérience. J'aurais eu plus de 1000 résultats, j'aurais pu utiliser ça pour affiner un peu plus et prendre par exemple que des personnes expérimentées. Oui. On a visiblement, on était à 128, on passe à 118, on a visiblement 10 développeurs. Oui, il n'y en a qu'un seul qui a 1 an d'expérience, quoi. Est-ce qu'on va rajouter 3 critères pour exclure uniquement la personne qui a 1 à 2 ans d'expérience? Oui, parce que cette personne-là n'a peut-être pas le budget pour acheter une formation. Là, mon message, il va être très simple, hein. Salut Olivier, Bruno, Martin, Mazen, etc. J'ai vu que tu as monté, il y a moins de 2 ans, une belle boîte qui commence à croître. N'oubliez pas, il n'est pas tout seul, hein. Dont tu étais l'unique fondateur et CEO. Avec ton background technique, j'imagine que vendre n'est pas si évident, ou en tout cas pas très agréable. Même si je vois que tu postes de temps en temps sur LinkedIn. Ah! Est-ce que tu penses que je pourrais t'aider là-dessus? Petite question rhétorique, enchaînement avec une valeur ajoutée, call to action, calendrier à la 3e, 4e ou 5e étape, et là on va avoir une belle campagne. Je vous invite vivement à vous concentrer sur le bloc qui arrive, parce qu'on va rédiger un message à ces gens-là, et on va lancer cette campagne ensemble, et on va au bloc d'après, le bloc 4 je crois, où on fait des appels téléphoniques, appeler au téléphone ces gens-là, et voir avec Olivier, Bruno, Martin, Mazen, comment est-ce qu'on peut les aider à prospecter, à mieux vendre et à rajouter la brique outbound aux entreprises GoTombola, Alpinum, Highlight, Algorithma, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer, impératif les amis, impératif, d'enregistrer sa recherche. Donc là, je vais l'appeler démo Anis Formation / CEO X CTO France. Des mots-clés comme ça qui me permettent de m'en souvenir. Une fois que j'ai enregistré ma recherche, je vais pouvoir copier le joli petit lien sympathique qui se trouve juste ici, fermer cet onglet et aller sur le superbe outil que j'utilise et qui s'appelle Scaly, je ne sais pas si vous connaissez, et lui dire « Récupère-moi ici tous les CEO, les chief exécutives, attention faute d'orthographe, officers, les founders et les fondateurs. » Normalement, je n'oublie rien. Et je passe à l'étape suivante. Et là, je crois qu'on avait, je sais plus, je crois qu'on avait 200 personnes, si je ne raconte pas de bêtises. 200 personnes, ça va me... Oui, 127, c'est encore mieux. Bon, je ne peux pas mettre 127, mais je peux en mettre 200. Ces 200 personnes vont être récupérées. Vous voyez l'heure à laquelle je filme, il est 13h05. Je réactiverai la caméra, je pense que d'ici 13h30, ce sera réglé. Et ça me coûte 2 euros. Ça me coûte 2 euros. Quand je dis qu'on est l'outil de sales automation le plus puissant, le plus performant
est le moins cher de l'écosystème et que uniquement grâce à cela, sans compter la partie Scaly Partners que l'on propose aussi sur la plateforme, on peut commander des campagnes auprès d'un freelance, etc. Et c'est un peu pour ça que je souhaite vous former pour faire de vous demain des Scaly Partners. Juste avec l'élément le plus performant, le moins cher, on est clairement l'un des meilleurs outils au monde. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes avec notre super base de données que nous allons prospecter par la suite. A tout de suite. On revoilà donc sur l'interface de Scaly au niveau de notre dashboard. Donc il est 14h36. Je vous avoue que j'ai pris le temps d'aller tranquillement déjeuner avant de reprendre la vidéo. Donc on peut voir que les contacts qui arrivent au niveau du CRM de Scaly sont tous centralisés juste ici. On peut voir qu'il y a des leads qui sont neutres, d'autres qui sont froids, donc bleus, d'autres qui sont tièdes, en violet, d'autres qui sont orange chaud. Donc il faut savoir que donc là j'ai l'entièreté de mes leads, hein. J'ai plus de 39 000 résultats, quasiment 40 000 personnes. Je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était un compte de démo et des contacts que je ne prospecte pas forcément. Pour la petite anecdote, comme vous pouvez le voir ici, le changement de couleur de Scaly a un petit sens, bleu pour froid, violet pour orange et violet pour tiède pardon, et orange pour chaud, parce que Scaly fait évoluer vos prospects de froid à tiède à chaud. Et pour aller au bout de l'anecdote, le orange à la toute fin juste ici, c'est un peu le orange de HubSpot, parce qu'on a travaillé depuis le début uniquement sur le CRM HubSpot. Si je vais dans l'intégration, c'est le seul CRM qui existe chez Scaly. Comme ça, comme nous, on est en charge de créer des SQL, rappelez-vous, des Sales Qualified Leads, pour les envoyer sur HubSpot, pour que les account exécutives, à leur tour, puissent travailler sur un CRM, avec notamment des pipelines, etc. Ce que Scaly ne propose pas, étant donné que nous ne sommes pas un CRM, mais un outil de chasse commerciale, un outil de prospection, en d'autres termes, une Sales Automation Platform. Donc une fois que les contacts sont ici, je vais prendre la liste de démos avec moi-même à l'intérieur. Je vais avoir le prénom, le nom, le titre de poste, l'entreprise, la ville, etc. Avec un petit icebreaker réalisé avec l'intelligence artificielle, la possibilité d'accéder au compte LinkedIn en cliquant juste ici, la possibilité de copier le mail ou d'envoyer un mail, idem pour le numéro de téléphone, etc., etc. Ce qui va nous intéresser à ce stade, étant donné que nous avons récupérer tout à l'heure ensemble une liste de contacts depuis Sales Navigator, ça va être deux choses. La première, si nous avons besoin d'emails supplémentaires par rapport à ce que nous disposons déjà, sur LinkedIn on peut avoir 2, 3, 4, 5% d'emails. Si on estime que ce n'est pas assez et qu'on veut aller jusqu'au bout des choses, on peut enrichir les emails avant de commencer la campagne. Mais bien évidemment, avant de penser à enrichir les emails ou à faire quoi que ce soit, il faut d'abord faire le copywriting, c'est-à-dire rédiger les messages que l'on souhaite envoyer à notre base de données. À ce stade-là, je ne sais pas encore si je vais envoyer un email, 2 emails, 3 emails, un message LinkedIn, etc. Souvenez-vous du framework en plusieurs étapes. La première qui consiste à faire de l'A/B test. Donc je vais lancer également une campagne. Pour cela, je peux prendre soit un template qui va ressembler par exemple à ça, avec des messages sur LinkedIn, des emails, etc. Ou alors partir from scratch et décider de faire ma première séquence, que je vais appeler séquence 1, formation, A/B test. Et donc là, je vais un peu trop loin. Hop, séquence 1, A/B test. Voilà. Là, c'est la bonne taille. Et donc là, je vais constituer ma propre, voilà, je prends la liste de démos, ma propre séquence d'A/B test avec soit une construction différente dans la séquence A de la construction que je vais utiliser sur la séquence B, soit exactement la même séquence en A et en B en changeant cette fois-ci le message de vente, le copywriting. Et donc je vais aborder un échantillon de ma base de données, par exemple sur les 150 à 200 personnes que l'on vient de récupérer ensemble, je vais en prendre une vingtaine ou une trentaine, 40, 50 grand maximum, sur lesquels je vais tester cette séquence. Pour cette séquence, je vais donc prendre une partie de cette liste-là, que je viens de scraper, et je vais aller à l'étape suivante et dire « j'aimerais faire des A/B tests ». Et donc je vais commencer
ma première séquence avec une demande de connexion sur LinkedIn. Hop. Donc tout pareil dans les deux. J'écrirai mon message tout à l'heure. Pour l'instant, ça on le verra dans le bloc suivant, le bloc 2. Après une demande de connexion, je peux par exemple envoyer un email, le temps que la demande soit acceptée, pareil que je vais copyrighter dans le bloc 2 avec vous. Et après l'email, on va envoyer un message sur LinkedIn. Et après coup, plus besoin de relancer. Et donc au niveau de la séquence B, je vais reproduire exactement la même chose. Je vais faire un email, hop, que je vais écrire après, et je vais rajouter un message sur LinkedIn. Donc on peut voir à droite que c'est en train de se construire en même temps. Pas besoin d'en faire plus pour cette première séquence d'A/B test. Je vais tester une approche sur LinkedIn avec un email et un message sur un ton assez cool et détendu, et une demande de connexion, un email et un message sur LinkedIn sur un ton un peu corporate, pour voir déjà comment est-ce que ma cible réagit à mes messages. Quand j'aurai cette information, je vais attaquer la séquence 2, où cette fois-ci je peux prendre un template. On l'a appelé Best Workflow Ever parce que c'est vrai qu'il est assez gigantesque, mais je crois qu'il y a du A/B test là-dedans. Oui, pas vraiment utile. Hop, je vais globalement prendre le template LinkedIn et email qu'on a vu tout à l'heure, qui est excellent. Dans ce template-là, je vais avoir une demande de connexion, donc sur le reste de mon échantillon, un message sur LinkedIn, 2 emails, 2 messages LinkedIn, 2 autres emails, un message LinkedIn, un email. Ça peut paraître long, mais globalement, moi je vais laisser tourner cette campagne environ un mois et demi, jusqu'à 2 mois. Je vais juste laisser tourner ça quelques jours, le temps d'avoir les premiers leads qui sont tièdes, froids, etc., pour pouvoir faire ma séance de cold calling, ou plutôt de warm call, comme on a pu voir avant. Mais une fois cette formation tournée, montée et terminée, moi, ma séquence, elle continuera à faire ses preuves. Et si je peux vous intégrer à la fin les résultats finaux, je le ferai. Ou sinon, je le ferai sur LinkedIn ou au niveau de mes réseaux sociaux que je vous invite à suivre. Principalement LinkedIn où je suis le plus actif. Donc ce template-là, je vais juste le renommer en séquence 2 Outreach. Et ainsi, demain, on va pouvoir, alors je dis demain pour moi, mais pour vous, ce sera peut-être tout de suite, entamer la partie copywriting, où on va rédiger l'ensemble de ces 2 séquences ensemble, lancer la campagne, voir les résultats, passer au 3e bloc qui consistera à appeler au téléphone les prospects qui ont interagi avec nous, idéalement obtenir un rendez-vous. Si c'est le cas, on filmera ce rendez-vous et cette démo avec les appels téléphoniques, histoire que vous ayez à votre disposition le processus outbound complet pour un BDR qui est en charge de réaliser la chasse commerciale. J'espère que cette partie de construction de workflow et de balade un peu sur l'interface de LinkedIn, de Sales Navigator ainsi que Scaly en parallèle vous aura été utile, et je vous dis à tout de suite pour le copywriting.